Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. L'épisode de ce soir sera consacré aux droits de l'homme, mais surtout aux droits des femmes et de la famille. Dans son dernier discours royal du 30 juillet dernier, le souverain a tranché. Le code de la famille doit être révisé. Pas de développement sans la moitié de la population du pays privée encore des droits, d'égalité et de justice. Le code de la famille, qui a permis il y a 20 ans des avancées notables, doit être revu à la lumière de la nouvelle Constitution. Ce code, on le sait, a été mal appliqué et concerne aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, qui doivent être protégés. Quels sont ces articles qui doivent être révisés? Quelles sont les améliorations qu'il faudra faire? Quelles sont les avancées nécessaires pour permettre aux Marocaines du XXIe siècle de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement du pays? Je reçois pour en parler Amina Bouayesh, présidente du Conseil national des droits de l'homme depuis décembre 2018. Ancienne ambassadrice et militante depuis toujours pour l'abolition de la peine de mort et contre l'impunité. Amina Bouayesh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureuse, Madame Aïcha. Alors, vous êtes présidente du Conseil national des droits de l'homme et vous avez été également la première femme à présider une organisation des droits de l'homme au Maroc, l'OMDH en l'occurrence. Vous avez accompli 2 mandats, je pense, donc vous avez été élue. Vous avez été aussi membre de la commission consultative pour la réforme de la Constitution de 2011, qui a permis de renforcer les prérogatives de l'instance. Donc le CCDH d'alors, qui était purement consultatif, est devenu le CNDH, qui est habilité à procéder à des enquêtes plus poussées, à recevoir des plaintes. Alors, ma question, c'est d'abord, pourquoi cette passion pour les droits de l'homme? Depuis toujours, hein? Bon, premièrement, c'est une relation très subjective au début. Très subjectif en raison d'une situation familiale dans le temps. Mais cette situation familiale a fait naître en moi, si vous voulez, cette passion d'être là quand il s'agit des questions des droits de l'homme. Pour une raison très très simple, c'est un défi, c'est chaque jour, un militant des droits de l'homme ou un acteur des droits de l'homme, une institution des droits de l'homme est face à des nouveaux défis en matière des droits de l'homme ou en matière de violation des droits de l'homme. La question des droits de l'homme est au-delà d'un acte public, ou au-delà d'un acte de participation à la chose publique. C'est un acte profondément humain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que au-delà des lois, au-delà des conventions, au-delà des cadres législatifs, internationaux, de procédures, de mécanismes, il faut aussi qu'il y ait une conviction interne qui te permet d'être à l'écoute, parce qu'il faut savoir être à l'écoute. Il faut aussi être là quand il s'agit des choses difficilement qu'on pourrait avaler, si on peut dire, en matière des droits de l'homme, c'est agir pour l'élargissement des espaces et de l'exercice des libertés. Et des droits. Et des droits, bien sûr. Donc liberté, droit. Donc agir quotidiennement pour l'élargissement de ces libertés, que le citoyen, que la citoyenne soit en mesure, je dirais, de jouir de ces droits et libertés, je pense que c'est pas uniquement une passion, c'est sûrement une passion, mais pas uniquement. Mais ça reste aussi du militantisme au départ. Non, il y a quand même une fibre qui était là. Moi, je pense peut-être dans les années où on était un peu dans des conditions difficiles, ça nécessitait, je dirais, de volontariat, de fibre militant. Mais je pense que maintenant, on a besoin de plus en plus aussi, autant de ces militants, autant de ces fibres et cette passion. On a besoin aussi, tenant compte des changements, tenant compte des mutations qu'a connu le Maroc en matière d'élargissement des libertés, mais également au niveau international. Donc on a besoin aussi des acteurs qui savent, dans des moments de difficulté ou de moments de, je dirais, de situations identiques, de pouvoir trouver des process pour appuyer des victimes, pour trouver des réponses à des questions
émergentes, nouvelles en matière des droits de l'homme. Donc, je pense que maintenant, c'est les deux en même temps. Donc j'entends bien, la passion est là, mais effectivement, il faut plus d'engagement, il faut plus aussi de structuration. Et donc, quel est le rôle, en fait, du CNDH? Quelles sont ses réalisations? Vous avez dit récemment, enfin, vous le dites souvent, qu'au Maroc, on n'a pas... ce qui nous manque, c'est cette notion de culture des droits de l'homme. On a un déficit en matière de diffusion de cette culture. C'est quelque chose qui n'est pas encore ancré. Et là, je parle de l'ensemble des citoyens, pas seulement des instances. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à partir de... Le CNDH, par exemple, a plus de 30 ans maintenant. Donc, c'est une institution qui a connu également et aussi des mutations importantes en matière de structure, en matière de législation, en matière de loi cadrant ces missions. La nouvelle loi de 2018, elle est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus importante et beaucoup plus large qu'il était auparavant. Je dis souvent maintenant que le CNDH est l'institution qui regroupe 5 institutions internationales. Nous avons le CNDH en tant que CNDH, nous avons les commissions régionales et nous avons les 3 mécanismes nationaux relatifs mécanismes de prévention contre la torture, les mécanismes de protection des personnes en situation de handicap et nous avons le mécanisme de recours des droits aux enfants. Donc une institution qui devient de plus en plus importante, tenant compte de ces acquis et de ces mutations qu'a connues l'État marocain. Ça, une première. La deuxième, c'est qu'après ma nomination, comme vous l'avez bien rappelé, en 2018, donc c'était en décembre, en 2019, j'ai repris, si vous voulez, j'ai lancé, je dirais, deux choses. La première, c'est que le CNDH actuellement agit par une approche, ce que j'ai appelé approche 3P. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prévention, protection et promotion. Et les 3, ils sont liés. Donc prévoir et prévenir les violations des droits de l'homme par des visites comme celles faites par le mécanisme contre la torture, et ou des anticipations à des violations en matière surtout de manifestations. La deuxième, c'est la protection. C'est aussi la protection, une priorité, c'est la protection des victimes, quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur situation et quelle que soit leur origine, y compris les migrants, les réfugiés, etc. La troisième, c'est toute cette structure de promotion de la culture, comme vous venez de dire, la culture des droits de l'homme. Donc, à partir de cette approche à 3P, il fallait revoir la stratégie du CNDH. C'est ainsi que j'ai proposé à l'Assemblée générale, en 2019, une stratégie fondée sur l'effectivité des droits. Et qu'est-ce que je veux dire par l'effectivité des droits ? 3 choses importantes. La première, c'est que dans mon analyse, je pense, et avec une concertation très large avec mes collègues et mon staff, c'est que nous avons beaucoup travaillé au Maroc sur le cadre légal, sur la législation, sur l'harmonisation. Donc toutes les recommandations s'étaient ciblées sur ça. Et on n'a pas pris en considération, c'est-à-dire d'une manière assez importante, ce que j'appelle les éléments extra-juridiques, c'est-à-dire tout ce qui est social, tout ce qui est culturel, tout ce qui est environnemental et tout ce qui est économique. Donc il fallait trouver une stratégie qui ait les deux. Qui englobe tous ces aspects. De manière à ce que le citoyen, l'effectivité des droits, pour moi, c'est que le citoyen doit jouir de ses droits là où il est, quelle que soit la situation et quelle que soit son origine, son travail, sa catégorie, etc. Donc, il doit se sentir non discriminé là où il va et protégé par la loi. Le troisième élément, c'est que aussi, c'est l'effectivité des droits des femmes par l'intégration d'une approche transversale dans les politiques publiques, les projets et les programmes. Donc, à partir de là, je pense qu'on est dans une étape à ce que le citoyen vraiment s'approprie les droits de l'homme.
Alors, en parlant des droits des femmes, justement, puisque on y est, c'est le sujet donc de cette émission. D'abord, pourquoi ça s'appelle droits de l'homme, hein? Ça, c'est une petite question là, parce qu'on parle plus de droits humains. Donc, le CNDH, on ne peut pas changer le H par humain, homme, humain, non? Ah oui, peut-être on pourrait faire une proposition pour l'amendement de la loi. Parce que c'est des petits clins d'œil, quand même, c'est important, parce Oui. que là, on va parler des droits de la femme. Et vous, en tant qu'actrice incontournable, vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années, vous me dites que le CNDH recueille pas mal de plaintes. Alors, qu'en est-il justement de la condition des femmes? Quelles sont les injustices que vous avez relevées donc, au sujet de ces femmes? D'autant que là, aujourd'hui, nous avons quand même des orientations très claires. Sa Majesté Mohamed VI a été très clair. Le Code de la famille doit évoluer. Donc, pour vous, comment ce Code doit évoluer? Quels sont les articles de loi qui doivent changer? Les lacunes? Pourquoi il n'a pas été appliqué? Enfin, vous avez certainement des réponses parce que vous faites beaucoup de terrain au niveau du CNDH. Bon, la première des choses, je pense qu'il faut encore réitérer, je l'ai dit, je l'avais annoncé et publié juste suite au discours de Sa Majesté, c'est que c'est une nouvelle étape de construction de l'égalité. Le Maroc, nous avons fait un processus qui installe d'une manière tangible et applicable, je dirais très applicable, mais des difficultés d'application, ça se passe ailleurs, pas dans les lois. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut retenir de cette nouvelle étape de la consolidation de l'égalité entre hommes et femmes au Maroc, c'est que c'était très clair la volonté et l'engagement à ce que le Maroc d'aujourd'hui ne peut accepter à ce que les femmes soient privées de leurs droits. Pour moi, cette annonce, cette déclaration doit être le cadre philosophique, politique d'abord, économique, social et culturel ensuite, dans tout cadre de réforme et d'amendement des lois qui seront en cours. Pourtant, la Constitution à laquelle vous avez participé instaure déjà ce principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Malheureusement, ça n'a pas été mis en œuvre. Nous avons des cas, c'est-à-dire que le processus est très long sur le plan de matière de changement. C'est pour ça que quand on parle de questions de la femme, c'est que dans l'espace public, et c'est là où je vais revenir, dans l'espace public, vous avez des avancées importantes, et sur l'espace privé, vous avez un champ qui est fermé. Et que la femme est prisonnière d'un certain nombre de mœurs, de traditions, ou de mentalités, ou de comportements. Donc, on crée une dichotomie difficilement gérable. Donc, c'est pour ça, dans cette prochaine réforme, ce qu'à mon avis serait judicieux de faire, c'est de mettre en place ce que j'avais appelé dans un des articles, c'est l'approche inclusive en matière de législation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On sait que l'approche inclusive, c'est l'approche de participation, etc. Là, inclusive en matière de législation, c'est de lier le champ public au champ privé, de manière à dépasser les obstacles de l'égalité. Parce que la situation entre acquérir les droits est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, une situation qui est en dichotomie entre privé, public? Par exemple, vous avez, on va en revenir, vous avez sur la tutelle. Eh bien, vous avez une femme qui est au Parlement, qui représente le peuple, et il a des enfants, c'est son mari qui est tutelle. Donc ça, c'est pour vous, c'est une dichotomie, une injustice qu'il faut changer. Alors, elle n'a la tutelle des enfants qu'une fois que soit le mari est décédé, soit qu'il est dans la capacité juridique, soit même s'il est absent, il doit parcourir toute, je dirais, une aventure de mesures et de procédures de manière à avoir la tutelle de ses enfants. Donc, imaginons un peu une femme marocaine représentante
de la population, du peuple marocain, d'après la Constitution, n'a pas le droit d'assurer la tutelle de ses enfants. Donc une femme, aujourd'hui, doit avoir ses droits, sa liberté à part entière comme un homme. En particulier quand elle travaille, elle est devenue autonome. Moi, je ne parle pas de l'ensemble des Marocaines, mais de plus en plus de Marocaines. De plus en plus, exactement. Exercent une activité, sont Exactement. indépendantes et puis, Exactement. comme vous dites, occupent des fonctions très importantes. Vous avez, par exemple, maintenant, nous avons de plus en plus des femmes responsables des institutions financières, des institutions constitutionnelles, je dirais, politiques, exécutives. Tout ça, c'est important. Donc, il faut que la société soit cohérente dans sa manière de construire l'égalité. Mais il n'y a pas que ce problème de tutelle. Il y a d'autres soucis. Non, c'est un exemple parmi d'autres. Je sais aussi que vous avez lancé, il n'y a pas longtemps, avec le CNDH, vous avez rapporté le mariage des mineurs. Exactement. Donc ça aussi, c'est quelque chose... C'était juste un exemple de, je dirais, oui, bien sûr. De refléter un peu mon idée. Mais s'il y a des choses importantes auxquelles on pensera pour les amendements du Code de la famille, c'est sûr que abolir l'autorisation pour les mariages des mineurs. Il faut abolir. C'est-à-dire, les exceptions qui font aujourd'hui la règle doivent sauter. Parce que, à un certain moment, pourquoi en 2003, il a été introduit de manière à ce que de faire un processus progressif, de manière à arriver à l'abolition. Alors que cette règle exceptionnelle qui est soumise à un certain nombre n'a pas pu réaliser l'impact qu'on voulait. La première. Et donc, il est devenu la règle. Tout le monde demande l'autorisation. Certains, dans mon déplacement, différents déplacements au sein des régions au Maroc, on me dit, mais les filles ils sont dans des régions éloignées, ils ne sont pas à l'école, ils restent à la maison, il faut qu'ils se marient, etc. etc. Je suis désolée, c'est l'engagement du pays à assurer la scolarité, à assurer aussi je dirais, l'intégrité physique de ces enfants. Qui sont des enfants, effectivement. Qui sont des enfants. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis inclusive. Si on doit abolir le mariage des mineurs, il faut absolument que la politique publique en matière d'éducation, de formation, soit claire dans ce sens-là. C'est-à-dire et l'accompagne aussi. Bien sûr, c'est au niveau de... Donc, essayer de faire... L'inclusivité en manière législative, c'est ça ce que je voulais dire par l'inclusivité. Et d'après vous, qui, parce que donc là nous avons des orientations, mais qui doit conduire ces changements? Je pense par exemple à la PALD. La PALD c'est l'autorité qui a été donc prévue par la Constitution, mais qui est toujours une coquille vide. Il n'y a personne qui est à sa tête, elle n'a pas encore... Est-ce que vous pensez que c'est à des rôles, enfin c'est à des institutions comme ça de conduire les changements? Parce qu'aujourd'hui, voilà, les choses, on va dire, sont lancées, mais il faut recueillir des informations, toutes ces disparités, ces inégalités de la part de la société civile, de la part de personnel, etc., des gens comme vous qui êtes sur le terrain. Mais qui doit? Est-ce que c'est une nouvelle commission, comme ça a été en 2004, ou est-ce que... parce que, premièrement, l'instance pour la parité... Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que... L'instance pour la parité sa loi a déjà été adoptée. Donc maintenant, l'essentiel, on s'attend à ce que la mise en œuvre de cette loi. Une des premières mises en œuvre, c'est la nomination des membres de cette parité et la coordination de cette instance. Effectivement, cette instance, je me rappelle, juste après la Constitution, il y avait un débat énorme au niveau du Parlement. Personnellement, j'avais assisté à des dizaines de débats disant la parité, c'est une instance de lutte contre la discrimination, pas uniquement contre les femmes, mais toutes les discriminations. Donc il y avait ce débat qui voulait élargir le terme discrimination à autre chose, alors que c'était précis, c'était pour les femmes. Et c'est l'article 19, c'est tout ce qui est c'est pour permettre l'effectivité de cet article 19. Exactement. Donc, c'est aussi un outil de, je dirais, politique. La parité, c'est un outil politique, de manière
c'est pas l'égalité, mais d'assurer un processus un processus progressif, positif pour l'égalité. Donc, c'est ça, à mon avis, le débat. Donc, maintenant, l'instance, normalement, on attend à ce qu'il soit mis en place et que les nominations seront faites. Eh bien, elle aura beaucoup de boulot à faire en matière de toutes les, je dirais, les questions relatives à la discrimination à l'égard des femmes. Toutes ces injustices dont on a parlé, on n'a pas eu le temps d'en parler, il y en a tellement, mais tellement. Moi, voilà, donc me vient aussi à l'esprit l'héritage, par exemple. Est-ce que vous pensez, qui comporte quand même un certain nombre d'inégalités à l'égard des femmes, et surtout parmi les femmes les plus défavorisées, est-ce que vous pensez qu'il pourra faire l'objet d'ajustements, d'améliorations, ou pas? Le discours n'a pas été, on va dire... il a été clair, on ne peut pas autoriser ce que Dieu a interdit, on ne peut pas interdire ce que Dieu a autorisé. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des brèches à ce niveau-là? Sûrement, il y a des brèches. Déjà en 2003, il y avait la révision des dispositions relatives aux legs obligatoires. Donc, c'est déjà une ouverture dans le temps importante. Au CNDH, nous enregistrons des plaintes importantes en matière d'exécution de régime successoral en faveur des femmes. Il y a il y a des problèmes très, très importants en matière, de décision même judiciaire, parfois. La deuxième, il y a aussi toutes les procédures dont les femmes ne sont pas au courant et quand, les hommes puissent en profiter pour marginaliser ou réduire, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des stratégies de contournement, il y a un manque de... Donc, à mon avis, le plus important, c'est de veiller en premier lieu à ce que les règles qui sont tranchées, les textes tranchés, soient bien appliqués. Oui. La première des choses. La deuxième des choses, c'est là, les femmes seront aussi, ils peuvent souffler un peu, de dire, voilà, nous avons le droit. Et donc, d'y croire à ce processus. La deuxième, il y a plusieurs textes qui ne sont pas en relation avec les textes tranchés ou le texte tranché. Et là, ce sont des jurisprudences. Donc, pour moi, le moment de la réforme de Code de la famille sera un moment propice à lancer le débat. Où est-ce qu'on peut aller pour faire de l'ijtihad, de toutes les faire de l'ijtihad, mais aussi de revoir les l'ijtihad qui existe, qui n'est plus en adéquation parfois avec le fait qu'aujourd'hui... Donc voilà un peu ma vision sur ça. Et le code pénal, alors je sais aussi que vous avez remis au ministre de la Justice actuel plus de 7 recommandations, je pense, parce que le code pénal comporte, on va le dire, des articles qui sont assez liberticides. Vous, en tant que CNDH, quand on met en prison, on va dire, un couple majeur et vacciné parce qu'il y a eu des relations sexuelles hors mariage, est-ce que vous intervenez dans ces cas-là ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas très courant, qui n'est pas appliqué? Est-ce que vous plaidez pour le changement de ce genre d'article qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a pas lieu d'être? Je pense qu'il y a deux ou trois choses. Sur le plan de code pénal, 2 choses. La première, c'est tout ce qui est question adultère. C'est, à mon avis, c'est par la décriminalisation de l'adultère, on ne veut pas dire qu'on l'encourage. Mais est-ce que la société marocaine pense que mettre en prison des personnes, surtout des femmes, parce que les hommes, généralement, n'y vont pas, pour ces questions? Est-ce que la prison est un cadre de réintégration, de réinsertion, de rééducation? Je ne pense pas non plus. Donc ça, une question importante, c'est que les Marocains posent. La deuxième, est-ce que c'est une question ou c'est un comportement qui n'est pas répandu dans la société? Donc, ceux qu'on met en prison, ceux qui sont, je dirais d'une manière ou d'une autre, captés, qui par malheur ont été dans le délit. Donc, et les autres, qu'est-ce qu'on en fait?
Est-ce qu'on va, si on va tout le monde? Donc ça, ce sont des questions, à mon avis, importantes que la société doit avoir le courage de débattre et de trancher. La deuxième, c'est que le viol sexuel aussi, c'est un des sujets importants auxquels nous avons demandé la criminalisation du viol conjugal. Donc, et certains nous ont dit, eh bien, il n'y a pas de viol conjugal. Qu'est-ce que ça veut dire, viol conjugal? Donc, c'est toute une manière de... Il faut expliquer ce que c'est que la notion de consentement. De consentement, etc. Nous avons des viols, le code pénal définit atteinte à la pudeur. Non, c'est un crime. C'est une violence sexuelle, bien définie au niveau international. Que ce soit une jeune fille ou une jeune femme, peu importe. Peu importe. Donc, il faut que le viol soit identifié sous la définition de violence sexuelle et d'atteinte à l'intégrité physique. Et ça, c'est important, de sortir de l'atteinte à la pudeur à des crimes définis clairs. Et donc là, on renforcera la sécurité des filles et de nos filles dans les rues. Dans l'espace public, absolument. Dans l'espace public. L'autre élément auquel nous avons beaucoup fait aussi lors de la présentation de nos recommandations pour le code de procédure pénale cette fois, c'est que 3 ou 4 choses. La première, c'est qu'une fois une femme sujet de violence, victime de violence, elle doit prouver, c'est elle qui doit prouver qu'elle a été victime de violence. Sa parole n'est pas écoutée, n'est pas entendue. Ce que nous demandons, c'est que la preuve de violence incombe aux responsables de l'application de la loi. C'est leur rôle d'apporter des preuves. Absolument. Elle, il vient pour être protégé, pour se plaindre. Donc, comment il va apporter une preuve dans un espace fermé? La deuxième, c'est que nous avons l'assistance judiciaire aux femmes victimes de violences. Nous savons que cette assistance judiciaire n'est pas nécessairement, octroyée. La gratuité de l'assistance judiciaire. Si une femme n'a pas les moyens, c'est un long chemin pour acquérir la gratuité de l'assistance judiciaire pour porter plainte devant et que son cas soit devant le tribunal. Il faut qu'il ait les moyens de prendre un avocat, de plaider sa cause. Tout à fait. La troisième des choses importantes, à mon avis, et qui fait beaucoup, je dirais, des puzzles au niveau des réseaux sociaux, il y a comment assurer la confidentialité des femmes qui viennent se plaindre. Enfin, c'est leur protection, tout simplement. Et donc, assurer leur protection. Donc, ce sont des choses, à mon avis, importantes que nous avons. Que ces recommandations seront écoutées et surtout appliquées. Ya Rabbi. Voilà, parce que... Exactement, parce que ces notions sont importantes. Il faut les définir, il faut mettre en place des actions pour, tout simplement, aujourd'hui, correspondre à la réalité du terrain. Donc, voilà, ça suffit, on va le dire, nous aussi. On va faire l'hashtag « ça suffit ». Ça suffit. Alors, Amina, cette émission s'appelle « Horat », comme vous le savez, donc la question que je pose à tous mes invités, c'est celle-là. C'est quoi pour vous la liberté? Vous qui êtes une militante des droits de l'homme et des femmes. Je pense que la liberté, c'est de se sentir que tu peux t'exprimer, que tu peux réfléchir, que tu peux critiquer. Mais tout ça, c'est lié à la responsabilité aussi. Il faut être responsable dans sa liberté. La liberté, ce n'est pas menacer quelqu'un. La liberté, c'est ne pas d'exprimer des propos violents, discriminatoires, racistes, de haine. Donc, c'est ça, à mon avis, la liberté, c'est de se sentir que tu peux jouir de tout le cadre de tout, c'est-à-dire être toi-même dans quelques situations, mais bien évidemment... Dans un cadre de respect aussi. De respect et de responsabilité. Tout à fait. Donc, on n'a pas le droit, comme vous dites, d'insulter, d'injurier, de donc faire... pour moi, c'est ça la liberté. On a dépassé l'âge des cavernes.
Exactement. Depuis bien longtemps. Ah ben, je l'espère bien. En tout cas, Amina, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'était un plaisir. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour discuter parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu évoquer, malheureusement, faute de temps. Faute de temps, Inch'Allah, la Je prochaine rappelle que vous êtes donc la présidente du Conseil national des droits de l'homme, peut-être qu'il s'appellera des droits humains un jour. fois. Inch'Allah. Je compte sur vous. Voilà, merci encore. À très bientôt. À très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne un rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.